Bienvenue à tous dans la suite de ce programme de formation pour débutants en HTML5 et CSS3. Dans la partie précédente, on avait fait ce petit TP du tableau et on était arrivé à un dilemme parce qu'ici, on avait mis un padding de 12 et de 0. Ensuite, lorsqu'on a mis un padding ici à 8, le padding de 8 a écrasé les 12 pixels qu'on n'avait pas ici. Et cela nous avait fait comprendre qu'il y avait une précédence dans l'exécution du code. Si j'avais pris ce bout de code par exemple que j'ai ici et que je l'avais collé un peu plus haut, lorsque je sauvegarde, vous voyez que on vient à ce code-ci qui va s'exécuter, tandis que le code qui est ici en dessus ne va pas s'exécuter. Parce que là, la marge qu'on avait par ici était détruite et les marges qu'on a en dessus et en dessous sont devenues encore plus grandes. Par contre, si je remets ce code comme ceci, vous voyez que les choses changent de nouveau. Donc, ça nous amène à parler d'un concept qu'on appelle en CSS la cascade et l'héritage en CSS. Pour comprendre de quoi il en ressort lorsqu'on parle ici d'héritage et de cascade en CSS, on va se rendre dans notre navigateur et on va simplement taper ici héritage CSS. Et pour être sûr que ça va me renvoyer vers le Mozilla Developer, je vais taper ici MDN. Donc là, je suis redirigé sur la page, sur le premier lien ici qui est cascade et héritage. Là, on va entrer et on nous voit ici que c'est les blocs de base en CSS. À ce niveau de la documentation, vous pouvez lire pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ici, on ne va pas tellement pratiquer, mais la première chose que vous aurez déjà dû remarquer avec ce petit test qu'on vient de faire, c'est que c'est le bout de code CSS qui est écrit en dernier qui va se réaliser. Vu que ce bout de code est en dessus, il sera d'abord interprété, ensuite appliqué, mais ensuite, quand on va revenir à ce niveau, ce bout de code également sera interprété et finalement, c'est lui qui sera appliqué en réécrasant ce qu'on n'aura pas ici. Donc, du coup, les propriétés qu'on aura définies ici et qu'on aura définies également de ce côté qui seront les mêmes seront écrasées. Le texte align, la couleur et la couleur de fond vont rester identiques. Par contre, vu qu'à ce niveau, on a un padding et qu'on a un padding par ici, le padding qui est par ici va écraser celui qui est en haut. C'est un peu comme si on avait fait une réaffectation des valeurs pour ceux qui font généralement la programmation en JavaScript ou en PHP. Donc, lorsqu'on va venir ici dans la lecture, je ne vais pas m'attarder sur toute la lecture. Vous aurez besoin de lire pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Mais on va vous dire, à un moment donné, vous travaillerez sur un sujet et vous constaterez que le CSS que vous pensez appliquer à un élément ne fonctionne pas. En général, le problème est que vous avez créé deux règles qui pourraient potentiellement s'appliquer au même élément. Et c'est ce qu'on n'a pas ici avec ce padding et cet autre padding. Du coup, on continue à dire la cascade et le concept des traitements liés de spécificité sont des mécanismes qui contrôlent quelles règles s'appliquent lorsqu'il y a un tel conflit. La règle qui régit votre élément n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendiez. Vous devez donc comprendre comment ces mécanismes fonctionnent. La première chose ici, c'est le concept d'héritage. Et qu'est-ce qu'on entend par héritage? Bien évidemment, c'est comme son nom l'indique. Si votre parent a quelque chose, naturellement, il pourra vous laisser ça, donc vous aurez hérité de ce qu'il vous laisse. Ce qui veut dire que lorsqu'on va travailler, si je crée par exemple une section dans mon document, on va replier ce tableau par ici et je me dis qu'en dessous, je vais me créer une section. Dans cette section, je vais mettre une div à laquelle je vais mettre ici un lorem qui aura peut-être 12 mots. Et ensuite, je me dis que je vais mettre un paragraphe et dans ce paragraphe, je vais mettre un lorem qui aura 15 mots. Et ensuite, on va se dire que je vais ajouter une deuxième div, mais cette fois-ci, je vais donner à cette classe la div test par exemple. Et je vais lui donner ici un lorem de peut-être 25 mots. Donc là, je viens de mettre trois divs. Si on vient dans notre document, on va se rendre compte qu'en dessous de notre tableau, on a trois divs. Lorsqu'on parle d'héritage, on parle de quoi en fait? Si je viens dans mon CSS et que je me dis que je sélectionne la section en elle-même et que je lui applique une police de texte, une taille de police de texte qui sera peut-être de 18 pixels, vous allez voir que tous les textes qui sont à l'intérieur prennent 18 pixels. Dans les divs, les paragraphes ont hérité de la taille qu'on a donnée à la section. Pourtant, on n'a appliqué aucune taille de texte à ces divs. C'est ce qu'on appelle ici l'héritage. Donc, à certains moments, vous pouvez déjà avoir certains éléments qui ont des styles appliqués et vous ne savez pas d'où ça vient. Très souvent, ça vient du parent. Et c'est de ça qu'on a parlé à ce niveau lorsqu'on a dit le concept d'héritage. Donc, vous allez lire pour comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on parle ici de la cascade. On dit à un niveau élémentaire, la cascade des styles signifie que l'ordre d'apparition des règles dans le CSS a une importance. Quand deux règles applicables ont la même spécificité, c'est la dernière règle déclarée qui sera utilisée pour la mise en forme, ce qui nous ramène à ce qu'on avait fait ici précédemment. On a déclaré un padding ici en haut.
et ensuite on a déclaré un padding ici en dessous. C'est cette dernière règle qui sera appliquée et ça c'est la notion de cascade. En descendant davantage ici, il y a ce qu'on appelle la spécificité et c'est ça qui est le concept le plus important lorsque vous allez travailler dans votre CSS. Quand on parle de spécificité ici, on fait allusion en quelque sorte à ce qu'on appelle la priorité de l'élément. On va par exemple se dire que lorsque je sélectionne un élément table comme ça, lorsque je sélectionne table par son élément HTML en lui-même, sa spécificité est faible. Pourquoi est-ce que sa spécificité est faible? Parce que simplement en sélectionnant un élément de type section, je peux avoir 4 autres éléments de type section dans ma page et ça va faire que j'aurai sélectionné tous ces éléments à la fois. Donc vu que c'est l'élément natif et qu'on peut en avoir plusieurs dans notre page, leur spécificité est relativement faible. Par contre, il y a des sélecteurs qui sont plus spécifiques. Par exemple, si je dis que dans ce sélecteur-ci, je vais mettre une classe et que dans cette classe, je vais dire ici là que c'est la first section. Là, la classe que j'utilise ici est plus spécifique. Quand on dit que la classe est plus spécifique, c'est simplement parce que, vu que j'ai beaucoup de sections, lorsque je vais sélectionner un élément par sa classe en lui-même, cet élément va simplement être prioritaire sur la section en elle-même. Donc, si je viens par ici, revenons d'abord par ici et disons-nous que dans cette section, je vais mettre un lorem même de 20 mots et que dans la section suivante, je vais mettre un lorem de 40 mots et ensuite, je vais prendre ici, je ne sais pas si ça va marcher, mais essayons et je vais mettre 50 mots. Donc, lorsque je mets tous ces textes par ici, on revient dans notre document, j'ai beaucoup de textes qui s'affichent. La première chose que vous allez remarquer, c'est que les textes sont collés et on ne parvient pas à différencier les textes. Donc, ce que je peux faire par exemple, c'est de me dire que je vais sélectionner cette section à laquelle j'ai donné 18 pixels et je me dis que pour chacune des sections, je vais donner un padding top peut-être à 20 pixels. Donc maintenant, tous mes textes sont différenciés, je vois bien les paragraphes se découper. Mais disons que je viens ici là et que je veux récupérer la classe first section. Quand je vais revenir par ici, je me dis que je cible ce que j'ai appelé first section, mais à ce niveau, je vais donner plutôt un padding top de 50 pixels. Là, vous allez remarquer que les deux sections qui ont porté ici la classe first section ont carrément des padding top qui sont plus grands. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait un sélecteur plus spécifique. Donc, la classe que j'ai mis à ce niveau est plus spécifique. Et lorsqu'on va continuer, on va vous faire comprendre qu'en réalité, l'identifiant également est plus spécifique en fait que la classe. Donc, si je mets ici, par exemple, first, que je sélectionne, lorsque je vais revenir dans mon document par ici, je vais sélectionner le dièse et je vais dire que c'est first. En sélectionnant ce dièse, je peux lui dire que lui, je vais lui donner un padding top de 120 pixels. Et si on vient regarder dans notre page ici, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, lui, il a pris un padding top qui est plus important. On serait tenté de se dire non, mais vu que tu as écrit ça à la fin, c'est pour cela que ça a pris le pas. Je vais revenir mettre ça un peu plus haut par ici et je sauvegarde. Vous allez voir que le padding top est toujours le même. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait la spécificité des sélecteurs. Il y a les sélecteurs qui sont plus spécifiques que les autres. Donc, du coup, si un sélecteur est plus spécifique, la priorité lui appartient lorsqu'on va donner les styles CSS. Vous allez donc lire toute cette page et essayer de comprendre de quoi il en ressort réellement. Et ça sera tout pour ce tutoriel. Une fois que vous aurez fini de lire, il y a certains conflits que vous pourrez aisément éviter dans votre style CSS.